Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie que je fais sur la vidéo React de pourquoi est-ce que j'ai arrêté l'alimentation intuitive et Zermati de insupportable perfection. Je vous avais expliqué que les vidéos étaient trop longues pour que je puisse faire toute une vidéo React dessus, donc j'ai décidé de la fractionner en 4 parties. Aujourd'hui donc on est à la deuxième. Si vous avez toujours pas vu la première, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai fait sur le sujet. Comme d'habitude, je le répète, l'analyse que je fais dans ces vidéos repose sur mon avis, je parle en toute transparence. Donc mon avis repose sur mon expérience personnelle et professionnelle, donc vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec mon point de vue. Mais là le but c'est d'être le plus neutre possible et de pouvoir voir un petit peu avec vous avec quels arguments est-ce que je suis d'accord ou pas avec elle et pourquoi. Donc la dernière fois on s'était arrêté au premier argument, la vidéo avait été quand même assez longue dès le départ, donc c'est parti, on reprend là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo. La deuxième chose qui me pose problème dans l'alimentation intuitive officielle, ou dans certaines de ses variantes, est tout ce qui est suggéré par rapport au fait de manger en conscience ou en pleine conscience. Dans le livre, par exemple, il est dit, je cite, à la page 125, « Observez ce que vous mangez comme sous un microscope » en ayant recours à la voix de l'anthropologue de l'alimentation qui sommeille en vous. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque, mais il me semble que voilà, il y en a qui poussent un peu le bouchon sur la pleine conscience. Je suis peut-être pas forcément dans cet extrême-là non plus. Chercher à regarder comme sous un microscope, je trouve ça un peu abusé comme terme. Après, je sais que des fois au cabinet, on pratique des dégustations en face à face en même temps, où j'oriente la patiente à être un peu plus attentive à l'aliment qu'elle mange, à l'emballage de l'aliment, à l'aliment lui-même, à utiliser en fait les 5 sens. Mais on est bien d'accord que ça, c'est pas un exercice qu'on fait au quotidien à chaque fois que l'on va manger. C'est plutôt pour permettre à la patiente de pouvoir découvrir une nouvelle façon de manger et pouvoir lui faire prendre conscience que parfois, quand on est attentif à ce que l'on mange, on peut se rendre compte qu'on n'aime pas l'aliment ou au contraire qu'on l'adore encore plus que ce qu'on pensait. En fait, ça va juste nous permettre de pouvoir affiner nos goûts. Moi, je sais que parfois, quand je prends le temps de manger et de savourer et de manger avec cette pleine conscience, et je mets des guillemets à pleine conscience parce que je pense pas qu'on puisse être en totale pleine conscience comme certaines personnes pourraient l'entendre, d'être un minimum en conscience en tout cas de ce qu'on mange, on peut se rendre compte que finalement l'aliment ne nous convient pas, soit parce qu'on ne l'aime pas, soit parce que c'était peut-être pas l'aliment adapté sur le moment par rapport à nos envies. L'auteur ajoute ensuite que l'identification consciente de ce fameux moment de satiété dont je vous parlais plus haut est influencée par différents facteurs et que par exemple, je cite, « Plus il y a de gens réunis autour d'un repas, plus les personnes ont tendance à manger. » Ou que « Si l'on mange plus le week-end, c'est généralement parce que nous sommes en présence d'autres personnes. » Donc, attention à ne pas manger en présence de beaucoup de personnes. L'auteur ajoute que la clé pour ne pas trop manger quand il y a beaucoup de monde, c'est, je cite, « de faire de l'acte de manger une activité consciente ». Donc en gros, pendant que les autres discutent, rigolent et n'en ont rien à faire de ce qu'ils mangent, vous devez pratiquer la pleine conscience vis-à-vis de ce que vous mangez pour être sûr de ne pas trop manger. Alors là, je me permets d'intervenir déjà sur le premier point, quand elle dit que la satiété peut varier en fonction de certains facteurs. Je pense qu'elle parle de rassasiement plutôt que de satiété, parce que la satiété, je vois pas pourquoi le fait d'être avec du monde ça changerait la satiété, parce que la satiété c'est quelque chose de physique. Donc c'est pas, y a pas grand chose qui peut jouer sur la satiété mis à part les hormones. Mais là je pense qu'elle veut plus parler du rassasiement. Donc je sais pas si dans le livre de l'alimentation intuitive voilà, il y a une nuance ou pas sur satiété et rassasiement, mais en tout cas j'en fais une dans ma pratique. Le rassasiement c'est encore différent. Si vous savez pas de quoi je parle, vous pouvez regarder sur d'autres vidéos sur la chaîne, je parle de la différence entre satiété et rassasiement. Donc oui, en effet, le fait de manger avec plus de monde, ça peut influer sur le rassasiement, c'est-à-dire le faire arriver
plus tard, tout simplement parce qu'en fait on a une distraction. C'est comme le fait de regarder la télé, comme le fait de lire pendant qu'on est en train de manger. On a une distraction, donc le rassasiement a des chances d'arriver plus tard que ce qu'on aurait éventuellement voulu. En soi, ça pose pas réellement de problème, sauf si on sort de table, et sauf si on mange tout le temps, en fait, avec énormément de personnes, et sauf si on sort de table à chaque fois en ayant trop mangé. Là, ça peut éventuellement poser problème, et c'est pour ça que on va donner, en fait, des outils à la personne pour que, inconsciemment, il y ait des sortes de rappels à l'ordre qui se fassent sur le fait de manger en conscience. Pour ma part, je trouve ça un peu, limite impossible de pouvoir se recentrer sur soi, exclusivement sur soi, et de faire abstraction de toutes les personnes qui sont autour en train de profiter du moment, et nous d'être à part et de pas profiter de ce moment-là. En fait, c'est comme quand vous devez conduire, pour ceux qui ont le permis et qui ont une voiture, quand vous conduisez, vous devez vous concentrer sur la route, sauf que vous n'êtes pas non plus tout le temps focus sur la route. Il y a des moments où vous devez regarder le compteur, il y a des moments où vous regardez les panneaux, il y a des moments où vous êtes en train d'écouter la radio, d'autres moments où vous êtes en train de discuter avec la personne à côté de vous. En fait, vous faites des allées et venues à différentes choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Vous pouvez pas faire plein de choses en même temps. Par contre, vous pouvez alterner les choses sur lesquelles vous mettez de la conscience. Pendant un repas, c'est exactement la même chose. Et ça, quand on voit que le fait de manger avec des personnes, ça peut éventuellement influer sur le rassasiement et le comportement alimentaire de la patiente, on va mettre en place des petites astuces, des petites choses qui vont faire que pendant un repas avec plusieurs personnes, on va lui apprendre à faire justement ces allées et venues entre le moment du repas, les pensées, la personne à côté de nous qui est en train de parler, la discussion en règle générale, et puis savoir au niveau de notre sensation corporelle si on a encore envie de manger cet aliment, de pas manger cet aliment. On essaye en fait juste de donner les clés pour vivre en société, tout simplement. La pleine conscience, je pense que c'est bien, mais être pleinement en pleine conscience, je pense que c'est pas vraiment possible quand on vit dans une société. Et voilà, peut-être que après, il faut pas non plus prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit dans ce livre, parce que j'ai l'impression que c'est dans l'extrême inverse de la restriction. Ça m'a l'air assez chiant à faire, et je suis pas sûre que ce soit vraiment cohérent avec une vie en communauté, tout simplement. Donc je pense qu'il faut juste lever un peu le pied et partir du principe que oui, manger en pleine conscience, c'est l'idéal, mais que voilà, la pleine conscience a certaines limites aussi, et qu'on ne peut pas tout le temps être juste focus sur ce qu'on est en train de manger et sur les ressentis de notre corps, que on a besoin d'interaction en fait, et que juste on est humain. Et puis il faut pas oublier non plus que le repas c'est aussi un moment de plaisir, et que manger tout seul, on prend en général moins de plaisir qu'à manger avec d'autres personnes. Après tout dépend les fameuses personnes. Et le week-end, qu'est-ce qui fait qu'on peut manger plus? C'est soit en effet parce qu'on est en présence d'autres personnes, et donc ça nous renvoie à ce que je viens de dire tout à l'heure, le fait d'avoir plusieurs personnes et d'avoir donc des distractions, mais il se peut aussi qu'on mange plus le week-end, non pas parce qu'on a des repas de famille, parce que parfois il y en a qui n'ont pas de repas de famille et qui me disent qu'ils mangent plus le week-end, un petit peu comme moi j'ai l'impression de le faire, mais je suis pas sûre au final, et puis de toute façon je m'en fous, mais je pense que c'est surtout par rapport aux envies. Vu qu'on a eu beaucoup de pression parfois la semaine, le week-end on est en mode relâche, et donc là il y a des émotions qui viennent se compenser, et on a peut-être plus d'envie de manger, ce qui explique que parfois on a tendance à vouloir un peu plus manger que d'habitude. Elle rajoute, les régimeurs mangent moins s'ils savent que quelqu'un les regarde, et ils s'arrêtent plus facilement s'ils sont en présence de quelqu'un qui s'arrête de manger. Donc en gros, ne mangez pas avec trop de monde car ça favorise la surconsommation, mais essayez quand même de manger avec quelqu'un qui vous regarde ou avec quelqu'un qui s'arrête de manger avant vous, car il a été prouvé que c'était plus facile de s'arrêter ainsi. Ça signifie dans ces cas-là qu'on est dépendant de la façon de manger de l'autre personne. Si l'autre personne a des soucis de comportement alimentaire et que son rassasiement tarde énormément à arriver, ça veut dire qu'on va se laisser embarquer dans ça aussi. Et est-ce que si la personne a peut-être à l'inverse des restrictions qui font que elle, par raison, s'arrête de manger alors qu'elle n'est pas encore rassasiée, est-ce que ça signifie que nous, on va s'arrêter de manger alors qu'on n'est pas encore rassasié? Ça, je suis pas fan de ce conseil-là, parce qu'au final, le but, c'est d'apprendre à être soi-même conscient des besoins de notre corps. Les besoins que les autres ont ne vont pas forcément être les mêmes. Donc au contraire, il faudrait pouvoir réussir à se détacher du regard des autres
parce que en général cette peur du regard des autres, c'est la peur du jugement, hein, tout simplement. Mais si on est en accord avec le fait que on répond tout simplement à un besoin de notre corps en mangeant, peu importe la quantité que l'on mange, je pense qu'on peut juste se permettre d'envoyer balader les autres personnes qui pourraient éventuellement nous faire une réflexion sur notre alimentation ou la quantité que l'on va pouvoir éventuellement manger. Ensuite, à partir de la page 138, l'auteur propose de faire tout un rituel d'hyperconscientisation avant de manger, ainsi qu'à différents moments de la journée, qui consiste à mettre des aliments dans votre bouche et à les faire rouler sur votre langue, dans le but de savoir ce qui est le plus agréable sur le moment au niveau de vos papilles gustatives, c'est-à-dire sucré, salé, aigre ou amer. Vous devez ensuite commencer à mâcher ces différents aliments, puis vous demander si vous voulez plutôt quelque chose de croquant, mou, crémeux ou liquide. L'auteur vous recommande de faire ça à différents moments de la journée car vous n'aurez probablement pas envie des mêmes textures au même moment. Je pense que c'est intéressant ça, mais je pense pas que ce soit pratique à mettre en place. Moi, je fonctionne plus avec une histoire de visualisation où je me projette. Alors, ça peut être plus pratique de pouvoir se projeter mentalement sur le goût des aliments, mais c'est vrai que si on n'a pas une large palette d'aliments qu'on a pu consommer d'un point de vue goût, texture, ça peut être compliqué. Donc, je pense que ça peut être intéressant sur le départ pour tester des aliments en fonction des jours, en fonction des journées, mais je pense que ça, c'est bien de le faire sur le moment, quand on a envie de manger un aliment, de pouvoir tester différentes choses, parce que parfois, on va avoir envie de manger, et on va pas savoir qu'est-ce qui nous fait envie, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de faire des petits tests, de manger peut-être un truc solide, de manger peut-être un truc liquide, un truc pâteux, un truc mou, pour voir en bouche là qu'est-ce qui est le plus agréable pour nous. Il y a un truc dont on m'avait parlé en formation, si je dis pas de bêtises, où ils ont pu se rendre compte que lorsque l'on est en colère, on a tendance à avoir plus envie de quelque chose qui croustille, de quelque chose de croquant, un truc qui a genre des chips, genre des céréales, enfin des trucs dans lesquels on puisse bien croquer. C'est pas le genre de moment où on va manger un yaourt, quoi. Après, il faut pas oublier aussi que dans les livres comme ça, on parle d'un point de vue général, donc le but c'est que ça puisse aider un maximum de personnes. Donc il y a des personnes qui n'auront pas besoin de faire rouler dans la bouche différents types d'aliments parce qu'ils auront déjà une grande connaissance de divers aliments. Par contre, il y en a pour qui il y a une forte éducation alimentaire à refaire parce qu'ils ne mangent tout le temps que le même type d'aliments. Donc je pense vraiment que ça peut être une bonne chose, mais bien entendu, c'est pas quelque chose à faire tous les jours, tout le temps. Voilà, de manière ponctuelle, je pense que ça peut être intéressant par contre. Ensuite, l'auteur vous suggère de faire la même chose pour les odeurs des aliments et d'aller dans une boulangerie pour observer quel effet vous fait l'odeur du pain et des viennoiseries qui sortent du four. Elle vous dit que si l'odeur d'un aliment ne vous appelle pas, c'est qu'il ne va probablement pas vous satisfaire. Comme s'il était possible que dans une boulangerie-pâtisserie, l'odeur des croissants qui sortent du four ne nous appelle pas. Avant de travailler sur mon comportement alimentaire, j'aurais été d'accord avec elle et j'aurais dit oui, en effet, c'est impossible de ne pas être attiré vers des aliments, surtout en boulangerie. Mais honnêtement, l'odeur en boulangerie, moi je sais que j'adore ça. Je trouve ça sent bon, c'est agréable. Si j'en ai envie, forcément, ça va me conforter dans l'envie. Par contre, si je suis rassasiée, que je n'ai envie de rien, je vais aller en boulangerie, l'odeur va toujours être agréable, mais ça va pas me pousser en fait à la consommation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas que l'odeur va être banale, et je vais juste me dire ah ça sent bon, mais je vais pas être là en train de m'extasier sur l'odeur comme ça pourrait être le cas si jamais j'y vais un dimanche matin dans l'optique de m'acheter des croissants parce que j'ai déjà envie de m'acheter des croissants. Là à l'heure actuelle, je me suis déjà retrouvée à passer à la boulangerie parce que je devais m'acheter une baguette de pain. Et d'avoir l'odeur des croissants parce que je vais acheter la baguette de pain soit le matin, soit sur le moment du goûter, et de pas du tout avoir envie d'acheter des viennoiseries. Pas par restriction, tout simplement parce que là, sur le moment, ça me fait pas envie. Je sais que si j'en ai envie, j'irai en acheter. Après, bien entendu, si au moment d'aller acheter ma baguette, là, je ressentais l'envie et le besoin de prendre un croissant parce que l'odeur m'appelle, je l'aurais acheté. Mais en normalisant notre comportement alimentaire, aussi dingue que ça puisse sembler, on n'est plus obsédé en fait par les aliments.
Ce qui fait que on peut très bien passer devant un aliment qui, à la base, avant, était tabou, qui fait que on se serait jeté dessus, faim, envie, pas envie, alors que là, finalement, non, en fait. On arrive à refuser des aliments qui, avant, étaient irrefusables. Je sais pas... L'auteur suggère aussi de s'assurer de mettre de la conscience dans la présentation des aliments de notre assiette et de vous questionner sur le fait que ce que vous allez manger vous semble attirant au regard ou pas. Y a-t-il assez de forme? Y a-t-il assez de couleurs? Etc. Idem pour la température. Quelle est la température qui vous attire le plus? Brûlant, tempéré, froid, glacé. Ensuite, idem pour la consistance. Voulez-vous du léger ou aérien, ou du lourd ou du consistant? Oui, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de questions là. Moi, je fais pas poser autant de questions à mes patients parce que je pense qu'ils finiraient par craquer parce qu'il y a déjà énormément de choses à travailler. Je pense que j'aurais fini par me lasser très vite si j'avais dû me poser toutes ces questions-là. Après, ces questions sont intéressantes en soi, mais c'est vrai que là, je pense qu'il y a vraiment tout un panel de données, c'est plein d'outils qui sont possibles à appliquer. Après, je suis pas sûre que la meilleure chose, ce soit de les appliquer tous d'un coup, en même temps. Après, moi, ça me semble logique dans le sens où rien que le fait de se poser la question de quoi est-ce que j'ai envie, mine de rien, ça répond à ces questions-là. C'est-à-dire que voilà, si je me dis j'ai envie de manger un truc chaud, voilà, je sais que j'ai envie de manger un truc chaud. Pour moi, un truc chaud, il n'y a pas d'histoire de tempérer. Je sais que déjà de base, je mange quand c'est brûlant ou quand c'est glacé. Il n'y a pas de juste milieu. La flexibilité dans les températures, pour moi, je connais pas. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un travail là-dessus parce que c'est pas forcément l'idéal non plus pour notre tube digestif d'avoir des choses glacées ou d'avoir des choses brûlantes. Pour les parois du tube digestif, c'est pas le meilleur. Après, pour le visuel de l'assiette, bah oui, c'est vrai que moi, une assiette avec différentes couleurs, différentes formes va m'attirer. Mais honnêtement, c'est pas parce que mon assiette est en mode boogie boulga, parce que ça m'arrive très souvent. On va pas se mentir, mes assiettes sont rarement instagrammables. J'essaye de faire un petit peu attention parfois quand je dois prendre des photos ou machin, mais ça reflète pas vraiment la réalité, hein. Parce que en soi, moi je mets tout dans une gamelle et basta, et clairement, ça me va aussi. Je fais pas forcément une fixette. Il y a des jours où je vais avoir besoin, ou peut-être l'envie, surtout, ce n'est pas le besoin, mais l'envie, de faire un peu plus attention, d'être un peu plus dans le peaufinement de mon assiette. Il y a des jours, vraiment, j'en ai rien à faire, hein. Quand je fais des pâtes aux 4 fromages, clairement, au niveau des couleurs, bon, à part si je mets de la mimolette ou du cheddar pour que ça soit un petit peu orange, on va pas dire que c'est la folie au niveau des couleurs, quoi. Et ça m'empêche pas de me faire grave envie, hein. Donc oui, ces questions, elles sont en soi intéressantes, mais voilà, le but c'est pas non plus de se poser toutes ces questions-là, je pense. Après, peut-être que d'autres personnes qui ont eu la formation justement de Evelyn Tribol, peut-être que me diront le contraire, mais moi, vu que je pars du principe de la flexibilité, là, je trouve que c'est l'extrême inverse, vu comment c'est expliqué, ou en tout cas vu comment c'est interprété. Là, vu que moi je n'ai pas lu le livre, c'est vrai que l'interprétation qu'en fait insupportable perfection, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire insupportable réflexion à chaque fois, alors que je n'ai absolument rien contre elle. C'est ce qu'elle me renvoie là, donc moi voilà, je réagis en fonction de son retour à elle, et pas forcément d'un point de vue neutre, comme si j'avais pu moi, avec mes yeux à moi, lire le livre, mais en tout cas je vous parle de mon expérience qui en tout cas permet d'être un petit peu plus neutre. Elle vous conseille de, je cite, faire attention de manger aussi doucement que possible, en respirant bien avant, pendant et après avoir mangé, de reposer votre fourchette tout au long du repas pour vous aider à manger encore plus doucement, de ne pas oublier le principe 5 qui est de faire une pause au milieu du repas pour mesurer votre satiété, et de vous arrêter régulièrement pour vous assurer que ce que vous mangez est assez satisfaisant pour vous, car si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si après tout ça, vous n'avez pas choisi la bonne saveur, la bonne texture, la bonne odeur, le bon visuel, la bonne température, la bonne consistance, la bonne vitesse de dégustation et la bonne ambiance, elle vous annonce que, je cite, vous risquez de ne pas être satisfaite de ce que vous venez de manger et donc de vouloir manger plus ou, pire, de vouloir manger autre chose. Oui, je suis d'accord avec l'aspect de devoir manger plus doucement. Après, le fait de s'arrêter déjà au milieu du repas, je trouve que en soi, pour le départ,
bah, si vous mettez en place les choses seul, sans accompagnement, je pense que c'est une bonne chose. En fait, le fait de régulièrement poser ses couverts et de régulièrement faire une pause, c'est juste pour sortir la tête du guidon en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils sont en train de manger, sont en train de manger sans forcément avoir conscience de ce qu'ils sont en train de manger, soit parce qu'ils sont en train de penser non-stop, soit parce qu'il y a d'autres personnes aux alentours, soit parce qu'ils sont en train d'avoir une distraction. Le fait d'apprendre à se poser, c'est pour aussi nous permettre de se poser la question de savoir, ok, est-ce que là, j'ai encore envie de prendre une bouchée de cet aliment-là, ou est-ce que je souhaite manger autre chose? Est-ce que je prends toujours autant de plaisir ou pas? Basta. Après, à partir du moment où on a l'impression de ne pas prendre autant de plaisir qu'au départ, parce que vous allez voir, à force de faire l'expérience de l'alimentation intuitive, en tout cas de l'alimentation en conscience, bon, peu importe le nom qu'on met dessus, mais le fait d'être attentive à ce qu'on mange, on va se rendre compte en fait au bout de quelques bouchées que la satisfaction diminue au fur et à mesure, mais qu'on a peut-être envie de manger autre chose. Et c'est ça en fait le rassasiement, ça veut dire qu'on se rassasie de cet aliment-là, notre corps n'a plus besoin de cet aliment et qu'il a peut-être besoin d'un autre aliment, peut-être qu'il nous fera un petit peu plus envie. Après, de devoir vraiment à chaque fois analyser la texture, l'odeur, le visuel, le machin, clairement, moi, j'en suis loin et c'est pas pour autant que mon comportement alimentaire est encore défaillant, en fait. Et au contraire, je pense que, oui, en effet, en faisant attention à tous ces trucs-là, je pense que ça doit être compliqué de sortir du contrôle. Après, tout dépend des nuances qui sont apportées par les accompagnants. Je pense que ça, c'est le plus important, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là? Mais je suis d'accord sur le principe que si on mange sans forcément prendre le temps de se poser et de se poser la question, est-ce que j'en ai encore envie? Un truc qui se fait normalement de manière inconsciente, hein. Donc parfois, quand les personnes n'ont pas forcément un comportement alimentaire normal, on est obligé de réapprendre ce mécanisme-là et de permettre de faire des liens au niveau des connexions neuronales pour que l'inconscient puisse refaire poser ce genre de questions sans qu'on en ait conscience. Voilà, on reste dans le truc. Mais ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais, je pense que je me serais fait la même réflexion ou les mêmes réflexions si j'avais lu les informations. En tout cas, là, de ce qu'elle me dit, je pense comme elle, quoi. Mais ça peut en effet faire varier le rassasiement de manger sans forcément se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a envie de manger. C'est comme si vous étiez en train de manger votre repas sans vous poser de questions, vous mangez parce que voilà, il faut le manger, sauf que depuis le début, vous avez envie de commencer par le dessert, et puis finalement, vous arrivez à la fin de votre repas, sauf que vous avez tellement attendu votre dessert, même si vous avez plus faim, même si vous avez plus envie, là le dessert il vous fait encore envie. Et donc vous allez rajouter en plus le dessert, parce qu'en plus si vous le rajoutez pas, vous allez être frustré de ne pas avoir mangé le dessert, parce que ça fait déjà depuis le début du repas que vous pensez au dessert, si ce n'est même avant le repas. Donc là, si vous ne le mangez pas, vous allez être frustré, et si vous le mangez, vous allez culpabiliser. Donc si le dessert vous fait envie dès le début du repas, pourquoi ne pas commencer direct par le dessert en fait? Qui vous impose de manger d'abord le salé avant le sucré? C'est plus dans ce sens-là en fait, de manger en premier ce qui vous fait envie, quand c'est possible d'un point de vue sociétal. Parce que quand vous êtes invité chez des amis, j'ai bien conscience que c'est un petit peu plus compliqué de demander le dessert alors que vous en êtes à l'apéro. Vous n'arriverez jamais à apaiser votre cerveau reptilien de cette manière. Votre problème, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez consciente de ce que vous mangez, c'est que vous êtes beaucoup trop consciente et soucieuse de ce que vous mangez. Vous consacrez déjà bien trop de temps et d'énergie à penser à ce que vous mangez et à vous soucier de ce que vous mangez. Vous vous posez déjà bien trop de questions. C'est pour ça que vous avez une relation malsaine à la nourriture, pas parce que vous êtes plus occupé à discuter et à rigoler avec vos amis lorsque vous êtes à un dîner. Ça va dépendre en fait des personnes. C'est propre à chacun. Il y a des personnes qui vont tellement mentaliser tout ce qu'elles mangent que, en effet, ça va être compliqué. En fait, je pense que la prise en charge doit vraiment être personnalisée en fonction des problématiques de chacun. Il y a vraiment des personnes où ça va être vraiment une histoire de distraction, le problème, et d'autres pour qui ça va être une histoire de restriction. Et la restriction, ça va être tout ce qui va être ma mentalisation des calories, tout ça. Et je sais que déjà, de base, je suis plutôt flexible et je mets beaucoup de nuances entre ce que j'ai appris, ce que je peux lire, là, par exemple, là ça part dans des extrêmes, mais je mets beaucoup déjà de nuances en soi avec des personnes qui ont plus des problèmes de distraction, mais des personnes qui ont des problèmes de restriction pure et dure, comme de l'anorexie ou ce genre de choses, je vais être encore plus souple que la normale, parce que je sais que là, l'inconscient va choper le moindre truc qui ressemble à du contrôle
pour s'accrocher dessus et créer encore une sorte de contrôle malsain en fait avec la façon de manger. C'est pour ça que je vous le dis et que je le répète à chaque fois, l'idéal c'est vraiment de vous faire accompagner par un thérapeute qui saura en fait composer avec ces différentes choses et vos problématiques à vous aussi. J'ai d'ailleurs formé récemment une personne qui travaillait dans un service diabéto et d'obésité et qui utilisait l'alimentation intuitive. Elle me disait qu'il y avait un exercice dans lequel ils chronométraient le temps que leurs patients mettaient à manger pour être sûr qu'ils savouraient suffisamment ce qu'ils mangeaient, et ils ne devaient pas mettre moins de 7 minutes pour manger un morceau de chocolat et pas moins d'1 heure pour un repas complet. Et elle me disait que ses patients revenaient toujours 1 an plus tard avec 20 kilos de plus que ce qu'ils avaient perdu, toujours dans l'espoir et l'obsession de manger comme il faut, l'obsession de suivre leur intuition, l'obsession de bien être dans le moment présent, sauf qu'elle a fini par réaliser que tout ça, c'était encore du contrôle et de la surveillance. On travaille ensemble pour avoir un comportement alimentaire normal, pas pour avoir un comportement alimentaire parfait. On ne cherche pas la perfection. La perfection n'existe pas en tout cas sur le long terme. Qu'on soit bien d'accord. Elle peut exister, mais pas sur le long terme, sinon on est encore dans de l'hyper-contrôle. Et dans ces cas-là, on n'est plus du tout dans un comportement alimentaire normal, on est dans le régime de l'alimentation parfaite. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais bref, c'est pas parce que on a mis 30 secondes chrono à manger un morceau de chocolat que on va forcément retrouver des troubles du comportement alimentaire, d'accord. Juste avant de tourner cette vidéo, j'ai mangé un carreau de chocolat, vous savez les gros carreaux de chocolat Lindt là, je l'ai mangé. Alors autant le Babybel, parfois je vais le manger en prenant des petites bouchées, là le chocolat je l'ai mis entier dans ma bouche et c'est ok. C'est pas parce que d'habitude ça peut m'arriver de prendre le temps de savourer, de croquer petit morceau par petit morceau comme ça, que bah c'est mal de le manger en une fois. N'oubliez pas, le but c'est pas d'avoir un comportement alimentaire parfait, mais un comportement alimentaire normal. Donc je vous dis ça sincèrement, pour apprendre à manger normalement, vous n'avez pas besoin de manger doucement, en respirant entre chaque bouchée et en passant sous un microscope toutes vos sensations une par une. En réalité, la pleine conscience devrait être utilisée uniquement pour kiffer davantage ce que vous mangez, pas pour essayer de manger normalement. Ok ? Manger doucement, je reviens dessus parce qu'elle est en train de le dire. En fait, tout va être lié. Manger, le fait de prendre le temps de manger, il n'y a rien à voir avec le fait de prendre 1 heure pour manger. Je ne mets pas 1 heure pour manger, sauf quand je suis dans des grands repas de famille. Prendre le temps de manger, c'est ce qui va nous permettre en fait juste de déstresser et donc de pouvoir avoir tendance à être moins distrait aussi par l'extérieur, de pouvoir prendre plus de temps aussi pour capter à certains moments que l'aliment qu'on est en train de manger ne nous satisfait pas et qu'on a envie de passer à autre chose en fait, que là on est en train de le manger par automatisme parce qu'il en reste dans notre assiette, alors que c'est pas parce qu'il en reste dans notre assiette qu'on en a forcément besoin de manger toute l'assiette. Respire, respire, respire. Donc tout est lié en fait. Le fait de prendre le temps de poser les couverts, ça va nous permettre de manger doucement, ça va nous permettre de pouvoir se poser la question, ça va nous permettre d'éviter d'être distrait. Le fait d'enlever les distractions, ça va nous permettre de manger un peu plus doucement, de prendre un peu plus le temps de poser les couverts. Enfin, tous ces trucs-là vont être liés ensemble. Donc à partir du moment où on commence à en mettre un en place, inconsciemment, une fois que la connexion neuronale elle a été faite, les choses se mettent en place toutes seules. Donc oui, il faut pas chercher à vouloir se mettre trop de trucs d'un coup parce que c'est là où ça part en général en cacahuète. C'est pour ça qu'on y va vraiment étape après étape avec les patients. Et des fois, en y allant étape après étape sans avoir tout vu, il y a des choses qui se mettent en place naturellement sans qu'on ait eu besoin de travailler dessus. Et comme ça allège aussi pas mal la prise en charge. La troisième chose qui me pose problème dans l'alimentation intuitive officielle est le principe numéro 7. Faites face à vos émotions sans utiliser la nourriture. Ça, c'est un grand moment parce que ce principe-là, je pense, c'est pas la première fois que j'entends parler et je crois que c'est dans la vidéo React de Cara Bellum que j'ai dû parler de ça. Je suis pas d'accord avec ce principe-là et je comprends à 100%. Je sais pas ce qu'elle va dire, mais je la comprends à 100% et je pense que je vais être à 100% d'accord avec ça, mais je reviens quand même dessus. Dans ce principe-là, en fait, oui, en effet, il est dit qu'il faut pas faire face à ses émotions avec la nourriture. Sauf que ça, c'est aussi ce que disait Jean-Philippe Zermati
dans son livre. Sauf qu'en fait, il a fait un peu son mea culpa pendant ma formation. Là, il a pu nous dire que avec les recherches qu'il avait pu faire, en fait, il s'était rendu compte, lui et puis son équipe, hein, que finalement, chercher à ne pas combler ses émotions avec de la nourriture, ça pouvait nous conduire à avoir des compulsions et c'est un peu comme de la restriction en fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, même dans ma démarche personnelle de normaliser mon comportement alimentaire, de savoir avoir envie de manger un aliment, que en soi c'est quelque chose de normal parce que ça fait écho à une émotion et donc un besoin de notre corps à ce moment-là. Le problème, c'est juste quand on a trop d'émotions, qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, qui se transforment à chaque fois en envie de manger émotionnelle parce que on n'a pas trouvé d'autres choses à mettre en place pour pouvoir réguler ces émotions-là, forcément les envies de manger s'accumulent, faisant peut-être pas de place à la sensation de faim, et là le poids peut éventuellement monter. Mais le problème, ce sera pas la nourriture, le problème ce sera la gestion des émotions, donc il y aura un petit travail à faire sur ça, mais bien entendu, manger parce qu'on a envie de manger de manière émotionnelle, c'est ok en fait. Moi ça m'arrive assez régulièrement et c'est pas un problème parce que à partir du moment où on mange émotionnellement à un moment donné, ça va finir par se réguler et la faim va finir par revenir à un moment donné aussi. À la page 146, l'auteur vous demande de, je cite, trouver un moyen de vous réconforter, de vous distraire et de résoudre vos problèmes sans utiliser la nourriture. Elle rajoute que tout le monde expérimente au cours de sa vie de l'anxiété, de la solitude, de l'ennui, de la colère et que la nourriture ne résoudra aucun de ces sentiments. Que la nourriture n'est pas un moyen approprié pour se soulager temporairement. Que manger pour des raisons émotionnelles vous fera vous sentir encore plus mal sur le long terme et elle rajoute même que utiliser la nourriture en guise de sédatif peut être aussi dangereux émotionnellement que d'utiliser des drogues ou de l'alcool. Là, je suis d'accord si on part du principe que la personne directe, elle ressent l'émotion, direct, elle va manger sans avoir déjà eu d'envie de manger avant, que c'est juste un automatisme qui a été créé. Là, je suis d'accord, mais seulement dans ce cas de figure-là. En règle générale, quand on ressent une émotion, on se rue pas directement vers de la nourriture, c'est l'émotion, selon l'intensité de l'émotion. Si on n'a pas mis en place quelque chose de manière naturelle ou de manière un petit peu volontaire pour réguler cette émotion-là, comme en allant faire du sport pour se défouler un petit peu ou d'appeler une amie pour se réconforter ou ce genre de choses, en effet, l'émotion elle reste un petit peu stagnante à l'intérieur de notre corps. Au niveau des hormones, il y a des variations et le corps, il arrive plutôt bien à gérer, sauf qu'à un moment donné, quand il y a une sorte de trop-plein, quand la jauge est trop haute, c'est là où il déclenche une envie de manger émotionnelle. Là, bien entendu, il faut pas chercher à dévier de l'envie émotionnelle parce qu'à partir du moment où vous cherchez à dévier, vous êtes dans une sorte de restriction. Une fois que l'envie est là et puis c'est tout, quoi. C'est que les 3/4 des coachs en alimentation intuitive, que ce soit en France ou aux États-Unis, ainsi que le représentant officiel de l'alimentation intuitive en France, c'est-à-dire Zermati, l'utilisent comme une méthode qui va vous permettre principalement de perdre du poids, alors que lorsque vous mangez d'une certaine façon en ayant pour principal objectif de contrôler votre poids, vous le faites généralement malgré vous avec une mentalité de régime, c'est-à-dire que vous serez automatiquement attaché émotionnellement à l'idée de faire un certain poids. Et quand vous êtes émotionnellement attaché à l'idée de faire un certain poids, vous allez forcément à un moment ou à un autre vous mettre à juger vos performances face à la nourriture. Et qui dit jugement dit compulsion alimentaire. Alors là, je réagis tout de suite parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle vient de dire là. Alors, je pense que tout dépend des thérapeutes qui ont été vus. Parce que je pense que peut-être que certains d'entre vous ont vu peut-être des thérapeutes du gros qui sont dans cette démarche-là de perdre du poids. Line coaching, je sais plus. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont eu affaire à line coaching. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si vous avez eu l'impression que la perte de poids était quelque chose qui était quand même mis au centre de la prise en charge, mais je suis pas sûre de ça. Après, c'est vrai que déjà rien que le livre Maigrir sans régime,
ça laisse penser que voilà, c'est une méthode de perte de poids qui est faite de manière, on va dire, naturelle, mais c'est pas du tout moi ce que j'ai appris en formation. On nous a plus appris à comment travailler avec des personnes justement qui sont dans cet objectif de perte de poids pour réussir à leur faire comprendre en fait que c'est pas on cherche pas une perte de poids à tout prix, on cherche à travailler sur le comportement alimentaire. J'entends que certaines personnes aient envie de perdre du poids grâce à cette méthode-là, mais on passe beaucoup de temps, notamment la première séance, les personnes qui voilà, m'ont déjà suivi sur YouTube et qui ont eu une première séance avec moi. À chaque fois, je vais gratter pour voir s'il y a un objectif de perte de poids et je passe les 3/4 de la séance à expliquer le pourquoi du comment. Je pense que tout dépend des thérapeutes, mais honnêtement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que là, elle a fait vraiment trop une généralité, alors qu'au contraire, la généralité, c'est que on essaie de faire comprendre aux gens que cette façon de manger est une façon de manger normale et que en soi, ça va nous permettre d'avoir le poids que notre corps doit avoir, mais ce poids, il peut être en dessous si notre poids d'équilibre est en dessous, mais notre poids peut aussi être au-dessus si notre poids d'équilibre est au-dessus. Donc bien entendu, il faut déjà qu'on ait fait ce poids-là. Mais les personnes par exemple qui vont être en anorexie, la première chose que je leur demande c'est est-ce que vous êtes prêtes à accepter que votre poids va monter? Parce qu'en normalisant leur comportement alimentaire, elles vont pas perdre du poids. Elles vont au contraire en reprendre en fonction de ce que leur corps a besoin de reprendre comme poids. Et ce n'est pas de vouloir perdre du poids en soi qui altère votre relation à la nourriture. C'est pour ça que moi, je ne demande pas aux filles que je coach d'arrêter de vouloir perdre du poids, mais c'est d'être attaché émotionnellement à l'idée de faire un certain poids. C'est-à-dire que l'estime que vous avez de vous-même dépend majoritairement de votre poids. Donc s'il vous plaît, ne me dites pas oui mais tu critiques les gens qui proposent de la perte de poids alors que toi-même tu aides les femmes à perdre du poids, parce que ce que je reproche à ces personnes c'est de proposer de la perte de poids sans expliquer aux personnes qu'elles accompagnent que c'est leur attachement émotionnel qui va en partie déterminer leur réussite ou non, et de ne pas leur apprendre à travailler sur ça. Les personnes qui arrivent à perdre du poids sur le long terme sont toutes des personnes qui n'étaient pas émotionnellement attachées à l'idée de perdre du poids à la base. Et c'est d'ailleurs moi-même l'état d'esprit que j'ai adopté il y a quelques années quand j'ai voulu retourner à mon poids de forme. Attention, il se peut aussi que vous ne soyez pas attaché émotionnellement à votre perte de poids et que vous ne perdiez toujours pas de poids en fait. Là, je suis d'accord et pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire parce que je pars du principe que on a le poids d'équilibre qui correspond à notre corps par rapport au vécu, par rapport au nombre de régimes qu'on a pu faire, par rapport à notre génétique aussi. Et parfois, il y a des personnes qui sont pas du tout attachées à la perte de poids, qui s'en foutent de la perte de poids et qui n'ont pas forcément perdre du poids. Donc, l'objectif déjà de base n'était pas là pour elle, mais c'est important que vous l'ayez en tête aussi, c'est que même si vous n'êtes pas attaché émotionnellement à la perte de poids, vous pouvez très bien ne pas perdre de poids. Donc je pense que ce qu'elle essaye d'expliquer, c'est que quand on est attaché émotionnellement, ça rend plus compliqué. Mais voilà, pour moi, le plus important, c'est vraiment que vous ayez en tête que avoir un comportement alimentaire normal ne signifie pas que vous allez automatiquement perdre du poids, qu'il y ait un attachement émotionnel à la perte de poids ou qu'il n'y ait pas d'attachement émotionnel à la perte de poids. Cinquième chose que je reproche à l'alimentation intuitive officielle, qui est son absence indéniable de contenu qui permettrait de guérir la plus grosse cause de votre problème alimentaire, c'est-à-dire l'attachement émotionnel que vous avez vis-à-vis de votre poids, lui-même engendré par une mauvaise image de soi et un gros manque d'estime de soi. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des thérapeutes spécialisés sur le sujet, des psychologues, des psychiatres, bref, des énergéticiens, enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, les psychologues, c'est sûr, c'est leur taf. Donc, voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, chacun son métier, même si on a tendance à vouloir faire un petit peu tous les corps de métier, il faut pouvoir accepter certaines limites. Moi, quand les patientes me demandent si j'ai tel ou tel outil pour travailler sur ce genre de choses-là, j'ai aucun problème à expliquer en toute transparence à mes patientes qu'on va pouvoir mettre un pied dans le thème, mais que honnêtement,
Moi, pour le moment, je sais que j'ai la trentaine, je suis encore jeune dans ce métier, parce que voilà, ma remise en question s'est faite il y a quelques années, mais j'estime que je suis encore jeune dans le travail, j'ai encore beaucoup de choses à voir et j'ai beaucoup de formations aussi à faire par la suite. Sauf que la formation, ça demande un coût en temps et en finance aussi. On peut pas tout faire en même temps. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir accepter qu'on ait des limites et de pouvoir orienter correctement les patientes en fonction de telle ou telle problématique. Arrêter d'être obsédé par l'idée de perdre du poids ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de perdre du poids, ce qui m'amène à la 6e chose que je reproche à la plupart des représentants actuels du monde de l'anti-régime et du body positive, qui vous disent que vous devez arrêter de vouloir perdre du poids et vous accepter tel que vous êtes pour avoir une relation saine à la nourriture. Alors, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec elle dans le sens où, oui, je suis d'accord que voilà, le but c'est pas d'être obsédé par la perte de poids pour pouvoir avancer. Par contre, le fait de vouloir perdre du poids, on peut avoir cette intention de vouloir perdre du poids parce que on ne s'accepte pas, mais c'est cette envie de perdre du poids, on se l'est mis en tête parce qu'on se dit que cette envie de perdre du poids va nous apporter un résultat bien précis. Est-ce que ça va être une meilleure estime de soi? Est-ce que ça va être une meilleure acceptation corporelle? Est-ce que c'est des raisons de santé? Est-ce que c'est des raisons de vie ou de mort d'un point de vue vital tout simplement? Tout dépend de ce qui se cache derrière ce besoin de perdre du poids. Je pense qu'il est important en tant que thérapeute de pouvoir entendre que la personne en face de nous a une envie de perdre du poids, mais de pouvoir lui expliquer le pourquoi du comment est-ce qu'on peut pas promettre une perte de poids. Et d'expliquer que plus on va être focus sur cette perte de poids, plus on va être focus sur le poids en règle générale, et plus il y a des chances que le comportement alimentaire se détraque, que ce soit dans de la restriction ou au contraire dans de la perte de contrôle. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouvera pour la 3e partie la semaine prochaine, normalement. Et puis, en attendant qu'on se revoie donc demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis, je vous fais des bisous.